Moi, je ne vois pas où tu vois l'efficacité. Au contraire, je trouve l'intimité là comme un déficit. Au contraire, l'ouverture sociale via le cœur, notamment, de la tragédie, posant la question politique de manière beaucoup plus directe. Dans la version tragique reprise par Aristote, évidemment, on n'a pas peu d'informations sur comment se passait réellement une tragédie à l'époque, mais en tout cas, la lecture qu'en fait Aristote, On serait étonné. On serait sans doute très étonné. Mais c'est justement cette dimension d'ouverture contre le mythe, pour faire court, trop occidental, d'une intimité de la vérité avec elle-même, tout notre vieux discours philosophique. Là, le dialogue de l'âme avec elle-même. Oui, cette question de la différence pratiquement d'efficacité entre la tragédie et l'analyse, par exemple, elle est intéressante dans le sens où est-ce qu'il y aurait des spécificités différentes en termes d'efficacité. Par exemple, dans quelle mesure la tragédie, elle touche le collectif et par quels moyens, n'est-ce pas ? Si on prend des passions, les passions elles peuvent être collectives ou individuelles, selon l'événement aussi. Si on prend le terrorisme, justement, là, c'est incroyable comme ça peut toucher tout le monde qui est dans un certain périmètre de l'endroit touché, que ce soit aussi les épidémies ou même le changement climatique. Il y a des choses qui... Mais il y a un autre biais qui peut toucher aussi l'universel, qui est à travers l'individu, comme par exemple Shakespeare lorsqu'il entre avec les questions soit de jalousie ou de ce n'est pas un événement collectif, mais c'est un événement qui peut toucher à tout le monde. Alors c'est là que la question de l'idéal aussi, il entre par rapport au théâtre. Quelle est la position de l'idéal dans le théâtre ? L'idéal, on peut, en tout cas en analyse, dans un premier moment, il peut donner l'impression d'être contraire aux passions, c'est quelque chose un peu qui... Et puis ensuite, dans un deuxième moment, les passions utilisent l'idéal et ça devient presque la pire des choses, la pire des passions, l'idéal. Qu'est-ce qu'il en est dans la tragédie ? Il y a peut-être pour rebondir, bon, je ne veux pas dire le contraire, je trouve formidable l'analyse, je ne veux pas dire le contraire, mais après ça dépend de chacun. Il y a des personnes pour qui c'est la pire des choses, enfin, ça nécessite vraiment... C'est très simple comme on je fais, mais de l'implication du sujet qui veut venir. Voilà, il y a certaines personnes qui préfèrent une purge, ou je ne sais pas, faire un traitement comportementaliste ou autre. Enfin, je crois pas. Chacun a son droit, je crois que. Mais en tout cas, c'est passionnant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah oui. Pour revenir à la différence effectivement entre le théâtre et l'analyse, entre le pouvoir cathartique de la tragédie ou le pouvoir cathartique de l'analyse. Alors, pour moi, dans l'analyse, le sujet libère sa parole, il s'exprime plus que le spectateur ne le ferait au théâtre. Donc le mouvement, effectivement, il est différent. Effectivement, on va projeter des choses, mais ça passe pas par le corps, j'ai l'impression. Mais en jouant au théâtre, effectivement, on peut se poser la question. J'ai joué dans du Brecht récemment, et en tant que comédien, on se pose souvent la question pourquoi je joue. Et là, il y a un pouvoir cathartique, surtout à jouer du Brecht. Mais est-ce que je joue pour me soigner ou pas ? Mais là, effectivement, et puis qu'est-ce que je veux apporter au spectateur ? Comment le dialogue s'engage avec le spectateur ? C'est quelque chose qui me perturbe. Mais alors, il y a quand même, dans le public, il y a des gens, on espère, du moins, qui pleurent. Bien sûr. Non, le corps, il est quand même en branle, c'est tout à fait. Il est quand même touché, affecté. C'est justement cette question pitié et crainte. Elle est là. Hein. Il y a aussi les larmes ou les paroles, mais les paroles, les paroles, puis après on cause, on est là, oh t'as vu, ouais, non, ça m'a énervé, voilà.
Ah, mais je déteste cet Ostermayer, il fait toujours la même chose. Ah, n'importe, j'ai dit n'importe quoi, j'étais pas. Donc il y a quand même quelque chose. De la même manière, me semble-t-il, mais j'ai fait qu'un bout de psychanalyse. Hein. Il y a des gens qui épuisent les psychanalyses comme s'ils allaient au théâtre, non? Genre, ouais, mais cette supériorité, hein, c'est une catégorie spécifique, j'imagine, de patients qui se sentent supérieurs face à leur analyste, et puis qui sont là, oh, je l'ai eu celui-là, après j'en fais un autre, ouais, mais machin. C'est pour ça, le théâtre. Bon, ça, c'est oui, moi j'ai souvent entendu ça, en tout cas. C'est-à-dire quelque chose qui a trait à la pulsion de répétition, et quelque chose de l'ordre d'une fascination qui fait qu'on ne sort pas, justement. C'est-à-dire que, comme on disait avec Julien tout à l'heure, qui ne nous fait pas danser différemment. C'est-à-dire on n'invente pas de nouveaux pas de danse. On est pris toujours dans les mêmes choses dont on jouit. Et peut-être, moi, c'est l'hypothèse que je ferais, c'est que pour danser différemment, il faut arrêter de vouloir jouir. Voilà. Et qui serait le spectateur et l'acteur en analyse? Oui, c'est ça. Et justement, dans quelle mesure aussi la catharse en analyse ne serait pas justement, c'est l'acteur qui bénéficie de la catharse plus que le spectateur? Oui, il y a aussi, dans ce que tu dis, à part ça, il y a un problème de dispositif. Le théâtre élisabétain, il n'est pas fait pour être dans une salle comme Vidi. Le théâtre de Molière, il est un public qui est sur scène, quand il est joué. Et ça change, c'est des perspectives que nous, on n'a pas. Parce que quand dans Les Fâcheux, Erasme débarque et puis mime un homme qui entre justement dans un théâtre, qui vient se mettre au milieu du public avec une grande chaise, et puis tu as les barons qui ont payé leur place bien cher, puis qui vient, il en prend une. Mais à côté, là, là, on a le tiers, là, on a d'autres spécificités. Tout comme que, voilà, il y a le chœur dans le théâtre antique, mais la formation des balcons et la formation d'un public, par exemple, de femmes au XVIIe siècle, là, on a des formations publiques, par exemple. Ça, c'est extrêmement dur, mais c'est une des grandes réussites du XVIIe. Il y a un nouveau tiers qu'on peut rajouter. Donc, c'est juste ce que tu dis par rapport au fait qu'on est posé dans nos sièges, mais il faut regarder où on... Bonsoir, merci pour de magnifiques présentations. Je n'ai pas trop d'habileté rhétorique ce soir, donc je vais essayer d'être claire. Alors, ma question porte sur la catharsis dans l'analyse psychanalytique et je voulais savoir dans quelle mesure la crainte et la pitié ont quelque chose à voir avec l'étonnement et l'enthousiasme. Alors, je m'explique. Si on doit revenir sur les deux textes d'Aristote, soit le deuxième et le quatrième, que Michel Vanni nous a cités, donc qui se trouve sur la première page du document, dans les deux cas, la crainte et la pitié sont des procédés qui sont préliminaires ou d'où découle par la suite la catharsis ou la purification. Dans les deux textes, plutôt dans le premier, on parle d'étonnement, qui est produit par les événements, étonnement qui, à son tour, produit la crainte et la pitié, qui ont par conséquent comme effet la catharsis. Alors, étymologiquement parlant, l'étonnement, c'était être frappé par le tonnerre, et le tonnerre, c'était l'attribut de Zeus. Alors, même si Michel Vanni ne voulait pas parler théologie... Ce que j'ai dit explicitement, je refusais la théologie. Voilà, je suis quelque part tentée par ce contexte grec et mythologique de revenir au tonnerre de Zeus et à la foudre de Zeus comme acte de punition. Alors la crainte et la pitié seraient-ils pour les Grecs ou les spectateurs de l'époque antique produites par l'affrontement avec cette figure d'autorité et par le biais donc de ce célèbre étonnement qui de nos jours a tout à fait une autre signification. De la même manière, le texte numéro 4, donc on voit qu'il est question de pitié et de crainte comme procédés qui, de nouveau, vont produire la catharsis, mais on parle ici de crainte, pitié ou encore enthousiasme. Il est bien clair que dans ce quatrième texte, il n'est pas question d'une pièce de théâtre qui imite l'action humaine, il est plutôt question d'une musique
qui est utilisé à but, comment dire, religieux ou autre. Et le mot enthousiasme, étymologiquement parlant, veut signifier porter Dieu ou être porté par les dieux. Alors, on tombe dans un cercle de concepts où on a la crainte et la pitié qui produisent la catharsis, mais on a également l'étonnement comme manière d'être frappé par la foudre de Zeus, ou alors être porté par un dieu, mais dans le sens tout à fait contraire, c'est-à-dire dans le sens d'un extase. Alors, après avoir parcouru, enfin, c'est l'acception que j'ai en tout cas d'Aristote et de la catharsis, alors la question que je me pose, dans le contexte psychanalytique, étant donné qu'on a cette distance historique et culturelle, qu'on a affaire à d'autres valeurs, on n'est pas dans un contexte religieux, est-ce que la crainte et la pitié dans la psychanalyse ou dans le rôle de la parole que vous aviez évoqué tout à l'heure chez vos patients qui se sont purifiés, que fait-il ou qui fait office de crainte, de pitié, d'étonnement ou d'enthousiasme? Parce qu'on peut parler d'un événement traumatisant plusieurs fois à ses voisins, à ses copains, à tout le monde, même aux psychiatres, aux psychologues, mais que fait-il qu'il y a un coup de tonnerre ou quelque chose qui nous réveille, qui produit cette distanciation dont vous aviez parlé peut-être, qui fait qu'on est guéri? Voilà, je ne sais pas, ma question est mais c'est très intéressant. Bon, être guéri, ça c'est Freud qui le dit dans ses textes, mais est-ce qu'on guérit de la vie? Je ne sais pas. Enfin, je pense qu'on a tous des symptômes, je pense déjà. Mais c'est vrai, il y a déjà cette double acception du mot catharsis, ou l'aspect religieux, et puis toute la question de l'orphisme, et l'aspect médical. Freud, on parle plus sur le champ médical. Alors, ce qui se passe, enfin, c'est Freud qui le dit, enfin, qu'il y a une décharge, il y a l'idée dans la question de l'hystérie, pour l'hystérique, il y a un événement traumatique qui ne va pas, c'est dans les passages que je citais, mais qui ne va pas pouvoir être verbalisé, abréagi, et on voit dans le cas de Katharina, il y a un premier épisode de séduction par son père, il ne développe pas de symptômes, puis ensuite il y a un deuxième événement qui surgit devant elle, où elle voit sa cousine dans le lit en train de forniquer avec le père, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va déployer des symptômes d'angoisse, des malaises physiques. Donc on pourrait dire que la représentation d'une certaine compréhension qu'il y a quelque chose de sexuel, ça a été refoulé chez elle. Et puis, il y a quelque chose de l'affect, de l'angoisse qui passe dans le corps avec des phénomènes de corps. Et puis, ce que va faire Freud, c'est de matcher les deux. Vraiment, la patiente va parler de ses symptômes, va prendre conscience qu'elle a développé ce genre de symptômes suite à c'est un peu théorique comme je te dis, mais elle va prendre conscience de la chose, et puis il y aura un phénomène de catharsis, qui est un peu une décharge plus pulsionnelle. Son corps est hyper excitable, elle est angoissée, et le fait de matcher les deux, ça va faire chuter les choses, et la catharsis, ça sera cette décharge pulsionnelle, cette appréhension. C'est comme ça que je le comprends. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, il manque le religieux là-dedans. J'ai bien mentionné qu'il y avait une distance, un écart. Mais là, moi je sens un truc, je sais pas ce que c'est, mais c'est le côté que j'appelais fataliste chez Freud, l'homme du XXe siècle, quoi. Sans plus aucun lien direct à l'enthousiasme, à la possession. On ne peut que aboutir ou comme au désir averti, je trouve que c'est ça aussi, là, une espèce de... Comment est-ce qu'il faut dire? Contemplation morne de la vérité, comme finitude, impossibilité, etc. C'est-à-dire coupure, précisément, par rapport à toute forme d'enthousiasme. Moi, alors justement, il me semble que là, effectivement, peut-être contre Aristote, pour le coup, alors, Freud et Lacan vont dans le sens d'un effacement de cette dimension, oui, sans doute. Alors que, par exemple, chez un Toby Nathan, dans l'ethno, évidemment, lui, il aura plutôt tendance à réactiver. C'est les jeans, etc.
évidemment, et que l'expérience de la catharsis nous met en lien avec quelque chose qui est de l'ordre des lumineux. J'aimerais pas arriver à Jung, parce que mais moi, c'est ce qui m'a frappé à la première lecture de la poétique. C'est bien cette dimension-là. C'est le traitement de mes problèmes vient du fait que je suis plus justement tout seul avec mes problèmes dans l'intimité moderne du sujet beckettien, quoi, qui est tout seul avec lui finalement, que je m'appelle Estragon. C'est ressassante, quoi. Et tout à coup, on vient me dire, mais il y a des esprits, il y a des djinns, il y a Zeus, puis ça me fait du bien. Et ça, nos autres modernes mécréants ne peuvent plus comprendre ça, sans doute. Ça me fait du bien et ça me libère qu'on me dise que c'est les djinns, ou que c'est Dieu, ou que c'est Zeus. Et que ça m'enthousiasme même. Oui, moi je pense que l'enthousiasme est du côté de la tragédie. Paradoxalement, le mot catharsis c'est bizarre parce qu'il y a un apax, il n'y a que Aristote qui l'emploie. Catharos, cathare, tout ça c'est partout. Mais catharsis c'est quelque chose de très spécial parce que, en fait, c'est un mot formé par Aristote et pour ses propres besoins. Moi, je rappelle quand même que la purge, il sort de la merde. La saignée, il sort du sang, c'est noble et tragique, mais la purge, il sort de la merde. Et c'est quand même une dimension assez fondamentale de ce dont il est question dans la catharsis. Et dans ce sens-là, moi je dirais que, alors, peut-être que l'étonnement devant la vérité du désir est bien l'étonnement. C'est-à-dire qu'on est en face, on ressent un coup de tonnerre de découvrir son désir. Pour moi, c'est l'expérience analytique. Alors, ça ne se partage pas, encore une fois, peut-être même pas avec l'analyste, mais c'est bien un coup de tonnerre. Et dans ce sens-là... la solitude du sujet moderne. Ah, mais c'est la solitude par excellence, l'analyse. Oui, mais il y a peut-être on doit les purger au bar, hein, mais je crois qu'il y avait deux questions au fond. Moi, juste une petite chose par rapport aussi à l'enthousiasme, on pourrait même... Je badine, mais pourquoi pas parler de la catharsis de l'analyste et de l'enthousiasme, prendre le patient finalement après des semaines laborieuses à rien comprendre, à un moment donné il dit un truc incroyable qui éclaire tout le reste et puis on va s'arrêter là monsieur, c'est incroyable ce que vous avez dit, donc l'enthousiasme... Tout à l'heure quand toi tu citais ton patient, je me suis j'étais super enthousiaste, nous raconter ça. Mais oui. Je fais juste une remarque philologique, parce que j'étais parti sur cette compte-là. C'est vrai qu'on n'est pas sûr du sens dans lequel Aristote emploie le terme. Et c'est finalement assez surprenant, ce serait de pour ma part assez surprenant qu'il l'emploie dans le même sens que dans la politique. Parce que tu peux aussi lire, c'est ce que je te suggérais hier Michel, parce que c'est pas ma lecture, c'est la lecture de Martin Steinrück, mais qu'on peut le lire avec qu'on va composer sur le même racine que harmonia. Et du coup, catharsis, ce serait quelque chose comme un adjointement. Le fait qu'on joint deux choses. Et du coup, le diaphobu kai eleu perainusa ten catharsis, chose comme ça, c'est de mémoire, ça voudrait dire qu'en passant à travers, d'un côté, la pitié, ensuite, là où peu importe l'ordre, et la terreur, on passe par ces émotions. Ces émotions-là sont représentées, et à un moment donné, ça tourne. Et catharsis voudrait peut-être juste dire ce moment où ça tourne. Tout d'un coup, les rapports de pouvoir s'inversent dans l'histoire, et celui qui était puissant au départ, tout d'un coup, commence à se fissurer. Ça pourrait être le défi. Et en ce sens-là, ça n'aurait rien à voir avec les effets du spectacle sur le spectateur, mais ça serait uniquement au niveau de ce qui est représenté, à créer une dynamique en rapport entre certains événements, ce qui serait plus cohérent avec la tonalité générale du passage. Simplement. Oui, mais ce qui irait dans le sens où j'essayais de dire que ce qui est frappant à ce moment-là pour le spectateur, c'est pas je me purge de mes bidules, Bien sûr que non. c'est j'admire la beauté de Oui, cet ça adjointement. va un peu dans le sens de ce que tu dis. Ça va un peu dans le sens de ce que tu dis. Et ce ne serait pas le sens qu'il y avait dans le passage que tu cites de la politique. Oui, on met Là, parce qu'il est aussi il emploie à peine plus tard chez des médecins, chez Épicure aussi, il sera employé dans ce sens purgatif. Et c'est vrai que chez Aristote, on ne sait pas bien. encore Yves, je crois, ou non? Oui, j'avais une question un peu dans le même sens ici sur la catharsis. Tu as parlé de retournement dans la tragédie. Et puis ici, je ne sais pas, on pourrait parler aussi d'émoulement, bien même de déblocage. Et puis je me posais des questions sur le rapport entre la catharsis et la folie. Parce que dans la citation que tu donnes ici sur la catharsis, après avoir eu recours à ces chants qui mettent l'âme hors d'elle-même,
l'âme hors d'elle-même, ce serait une espèce de folie. Et si je me demande si la catharsis, ce ne serait pas la menace de notre folie qu'on voit tout à coup. Et puis, ouais, quel est le rapport entre ce retournement, ce déblocage, et puis le fait qu'on est mis tout à coup face à notre folie, quoi. Est-ce que la catharsis, ce ne serait pas aussi ça? Moi, j'ai envie de répondre assez rapidement. Peut-être que ce qui nous contraint à la répétition, ce qui nous bloque donc dans certains schémas, c'est la crainte de la folie. Pour faire l'inquiétude de l'étrangeté, Freud. Bien sûr. C'est-à-dire, bah, alors là, on aurait une tâche Deleuze à Nico, mais de le devenir sauvage ou de le devenir fou, menaçant le sujet intrinsèquement. Et donc condamné, en somme, à la névrose, justement pour éviter à tout prix l'enthousiasme fou de la perte, de la répétition. Bah, aussi le divin comme folie. Oui, donc on a besoin de processus, de rituels pour apprivoiser cette chose. Mais du coup, la folie, c'est politique, parce que ça peut être une folie collective comme personnelle. Ouais. D'où l'importance de la mise en scène au théâtre. Et qu'est-ce que vous appelez folie exactement? La folie, non, mais là je reprends le texte tel qu'il est dit, jette l'âme hors d'elle-même, c'est-à-dire l'aliénation. C'est-à-dire le fait que je puisse être vulnérable, que je puisse perdre la maîtrise. Et c'est justement la catharsis va montrer de la tragédie que c'est toute la cité qui perd le contrôle. Ça peut être moi qui perds le contrôle, et cette peur de perdre le contrôle, c'est ça qui va me jeter mon âme hors de moi, me faire pleurer, ou je sais pas, avoir ce type de conséquences. Bon, on va s'arrêter là, je crois, gentiment, parce qu'on a besoin de boire. Alors, je vous rappelle deux choses. Au-delà de cette porte rouge, encore pendant 5-6 minutes, il faut, même si vous allez fumer, sans parler, en fait, parce qu'ils sont en train de finir. Et un acteur n'aime pas du tout qu'on gâche son effet. La deuxième chose, c'est que j'aimerais rapidement faire de la publicité pour la saison régulière, entre guillemets, du groupe vaudois de philosophie, dont la prochaine séance est, si je ne dis pas de bêtises, mais mon président me corrigera, le 16 mars, donc dans un peu moins de 2 semaines. Et cette séance, donc le 16 c'est un mercredi, 20h30, on a un site, tapez philovo.ch. Toute la saison est consacrée au rapport entre la philosophie et la fiction. On a eu plusieurs séances déjà, mais chaque séance est autonome. Et là, on parlera spécifiquement de la question du design. Design comme mise en forme imaginaire. Comment est-ce qu'on peut penser ces questions d'imaginaire dans le design par rapport à tout ça. Voilà. On vous attend volontiers le 16 mars. Merci.